Un silence plane sur la terre, vaste, ancien et trompeur. D'en haut, elle semble intacte, une nature sauvage figée dans le temps. Les forêts s'étendent sans fin vers l'horizon. Les rivières tracent leur chemin à travers des vallées façonnées par des millénaires. Les troupeaux se déplacent comme des ombres à travers les plaines ouvertes. Mais sous cette terre, quelque chose respire. Au plus profond de la surface, bien au-delà de la portée des racines et des rivières, se trouve une force d'une puissance inimaginable. Un réservoir de roches en fusion, agité, en mouvement, vivant, un supervolcan. L'un des plus grands sur Terre. Il ne rugit pas. Il ne tremble pas, du moins pas d'une manière que nous pouvons toujours ressentir. Il attend. Au-dessus de lui, la Terre expire. Les geysers entrent en éruption sans avertissement, projetant des colonnes d'eau bouillantes haut dans le ciel. La vapeur siffle à travers les fissures du sol, s'élevant en panache fantomatique dans l'air froid du matin. Les mares de boue bouillonnent et tourbillonnent, épaisses et violentes, comme si la terre elle-même luttait pour contenir ce qui se trouve en dessous. Ce n'est pas aléatoire, c'est la pression. La chaleur monte des profondeurs, poussant contre les couches de roches, cherchant une issue. Chaque éruption, chaque panache de vapeur, chaque frémissement de la surface est un rappel. Le sol ici est vivant, et pourtant, la vie prospère. À travers les nuages dérivants de vapeur, une forme massive émerge. Un bison. Sa silhouette sombre se déplace lentement à travers le paysage pâle, chaque pas délibéré, inébranlable. Le givre s'accroche à sa fourrure. La vapeur s'enroule autour de son corps, tandis qu'il passe au-dessus de la chaleur cachée sous le sol. Il ne s'éloigne pas du danger, il le traverse. Parce qu'ici, danger et survie sont la même chose. La chaleur qui menace de destruction soutient aussi la vie. Elle fait fondre la neige au cœur de l'hiver, révélant des plaques d'herbe lorsque tout le reste est gelé. Elle alimente des rivières qui ne dorment jamais complètement. Elle crée un équilibre fragile où chaque créature, du plus petit microbe au plus grand prédateur, dépend de forces qu'elle ne peut pas voir. Depuis des milliers d'années, cette terre existe au bord. Non pas dans le chaos, mais dans la tension. Un monde façonné non seulement par la dent et la griffe, mais par le feu et la pierre. Un endroit où le sol sous vos pieds détient le pouvoir de tout remodeler en un instant. Mais choisi, pour l'instant, de nourrir plutôt. La vapeur s'épaissit, la terre pulse, et la vie continue, inconsciente ou peut-être indifférente, de ce qui se trouve en dessous. Parce qu'à Yellowstone, la survie ne vient pas du fait d'échapper au danger, elle vient du fait de vivre avec lui. Ce n'est pas seulement une nature sauvage, c'est une force vivante et respirante. Bienvenue à Yellowstone. La vapeur s'élève à nouveau, mais maintenant, elle révèle quelque chose de plus, le mouvement. À travers une vallée gelée, un troupeau de wapitis dérive dans la neige, leur souffle visible dans l'air froid. Chaque pas est prudent, mesuré. Les oreilles frémissent, les yeux scrutent. Ils ne sont pas seuls. Au loin, des ombres commencent à prendre forme. Des loups, ras du sol, silencieux contre le paysage blanc. Ils avancent avec détermination. Pas vite, pas encore. Ce n'est pas une poursuite, c'est un calcul. La meute s'étend, chaque membre se glissant en position, coupant tout échappatoire avant même qu'elle ne commence. Les wapitis hésitent. Un faux pas ici est fatal. Soudain, l'immobilité se brise. Les loups surgissent, explosifs, coordonnés. La neige éclate sous les sabots martelants tandis que le troupeau se disperse en panique. Un jeune wapiti trébuche, juste une seconde. Mais à Yellowstone, une seconde suffit. Les loups se rapprochent. C'est la survie à son état le plus brut. Aucune hésitation, aucune pitié. Seulement l'instinct. Mais les prédateurs ne sont pas les seuls à se battre. Ailleurs, près du bord d'un évent thermique fumant, une carcasse repose à moitié enfouie dans le givre. L'air est chargé de l'odeur de la mort. Un grizzly se tient au-dessus, énorme et immobile, son souffle s'élevant en lourds nuages. Chaque déchirure de chair est lente, délibérée. Puis une autre présence émerge. Un deuxième ours. La tension est immédiate. Les muscles se tendent, les têtes s'abaissent. Il n'y a pas de cri d'avertissement, aucun rituel. Juste un affrontement soudain et violent, deux géants s'entrechoquant dans une tempête de fourrure et de fureur. La neige gicle, les griffes frappent. Le sol lui-même semble reculer sous leur poids. Le vainqueur gagne plus que de la nourriture. Il gagne la survie,
Ici, chaque repas est disputé, chaque avantage est temporaire, et la terre elle-même façonne ses combats. La chaleur s'infiltre à travers le sol, créant des poches de vie dans un hiver autrement impitoyable. L'herbe pousse à travers de fines couches de neige près des évents géothermiques, attirant les herbivores dans des espaces exposés. Des espaces que les prédateurs connaissent bien. La chaleur soutient la vie, mais elle la révèle aussi. Rien ne reste caché longtemps. Même les rivières, réchauffées par en dessous, refusent de geler complètement. Elles tracent des veines sombres à travers le terrain blanc, attirant des animaux désespérés d'eau et des chasseurs qui savent exactement où attendre. À Yellowstone, les règles sont simples. Si vous êtes vu, vous êtes vulnérable. Si vous êtes faible, vous êtes choisi. Et si vous hésitez, vous êtes perdu. Il n'y a pas d'équilibre sans conflit. Pas de vie sans perte. Parce que les mêmes forces qui donnent à cette terre sa vie, la chaleur, la pression, le feu caché en dessous, garantissent aussi que la survie ici n'est jamais facile. Elle est constante, elle est brutale et elle est partout. Les loups ralentissent, leur chasse terminée. La vallée retombe dans le silence une fois de plus. La vapeur dérive sur la neige, effaçant les traces de ce qui vient de se produire, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais le cycle continue, il continue toujours. Pour comprendre ces combats, nous devons comprendre la terre elle-même. Sous la violence de la dent et de la griffe, se cache quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui façonne chaque chasse, chaque migration, chaque moment fragile de survie. Le cœur de Yellowstone ne bat pas dans ses forêts ou ses rivières. Il brûle profondément sous terre. Bien en dessous de la surface, une vaste chambre de roches en fusion se déplace lentement, sans fin. Une mer de feu piégée sous des couches de terre solide. Elle ne dort pas, elle ne refroidit pas. Elle bouge, s'élève, presse, cherchant une issue. Et là où cette chaleur s'échappe, la terre se transforme. À la surface, les signes sont impossibles à ignorer. L'eau jaillit du sol en geyser imposant, propulsée vers le haut par une pression intense venant d'en bas. Pendant un instant, la terre semble entrer en éruption. Vapeur et liquide bouillant jaillissant dans le ciel froid avant de retomber dans le silence. Puis, lentement, le cycle recommence. Ici, le temps se mesure en éruption. Ailleurs, le sol brille de couleurs impossibles. Au bord de la Grand Prismatic Spring, des bandes de bleu, de vert, d'orange et d'or s'étendent comme une peinture vivante. Mais ce n'est pas une piscine ordinaire. Les couleurs proviennent de micro-organismes thermophiles, de minuscules formes de vie prospérant dans des conditions qui tueraient presque tout le reste. Au centre, l'eau est presque bouillante. Vers les bords, à mesure que les températures baissent, la vie commence à prospérer. Même ici, la vie s'adapte. La surface scintille. L'eau bouge non pas à cause du vent, mais de la chaleur qui monte d'en dessous. C'est un rappel que cette beauté n'est pas douce, c'est un chaos contrôlé. Et au-delà des sources, la terre elle-même respire. Des bassins thermiques s'étendent à travers le paysage, ponctués des vents qui libèrent des flux constants de vapeur. Certains sifflent doucement, d'autres rugissent comme des moteurs lointains. Sous chacun d'eux, l'eau est surchauffée, piégée sous pression, attendant une fracture, une faiblesse, un moment pour s'échapper. La terre ici est mince, fragile, vivante. Sous tout cela, invisible mais toujours présente, la chambre magmatique poursuit son mouvement lent et implacable. Elle chauffe l'eau, elle fracture la roche. Elle alimente tout le système au-dessus. Sans elle, Yellowstone gèlerait, les rivières ralentiraient, les hivers resserreraient leur emprise, la vie lutterait puis disparaîtrait. Les prédateurs, les troupeaux, les cycles sans fin de survie, tout dépend de ce moteur caché. La chaleur n'est pas seulement une force ici, c'est la base de tout. Elle crée les rivières qui creusent les vallées. Elle façonne le sol qui nourrit l'herbe. Elle détermine où les animaux se rassemblent et où ils évitent d'aller. Elle décide où la vie peut exister et où elle ne le peut pas. Même dans les hivers les plus rudes, lorsque la neige recouvre la terre et que les températures chutent, la chaleur en dessous maintient des parties de Yellowstone en vie. Des parcelles de terre restent exposées. L'eau continue de couler et les animaux, guidés par l'instinct, trouvent ces endroits. Parce que là où il y a de la chaleur, il y a une opportunité. Et là où il y a une opportunité, il y a la vie. Les geysers entrent en éruption, les sources scintillent, la terre expire une fois de plus. Tout cela alimenté par quelque chose d'invisible, mais imparable. Une force qui ne chasse pas, ne fuit pas et ne se repose pas. Mais sans elle, rien au-dessus ne survivrait.
Et de cette chaleur, la vie commence. La tempête n'arrive pas sans avertissement. Elle se construit en silence, le vent balayant bas à travers les plaines, soulevant la neige dans l'air jusqu'à ce que l'horizon disparaisse. La terre devient blanche, puis grise, puis plus rien du tout. Et à travers elle, quelque chose bouge. Des formes massives émergent du blizzard, leurs silhouettes à peine visibles à travers le chaos, tête baissée, épaules voûtées. Chaque pas délibéré, imparable. Un troupeau de bisons d'Amérique avance, comme il le fait depuis des milliers d'années, à travers un monde qui semble déterminé à le briser. Ils ne fuient pas, ils endurent. Un mâle adulte ouvre la voie, sa silhouette imposante, traversant le vent comme un bouclier vivant. Le givre s'accroche à son épaisse fourrure, formant une couche de glace qui crépite à chaque mouvement. La neige s'accumule sur son dos, mais il ne la secoue pas. L'énergie doit être conservée. Chaque mouvement a un coût. Derrière lui, le troupeau suit, femelle, veau, jeune mâle, tous liés par l'instinct et la nécessité. Ils avancent comme un seul être, une force lente et implacable contre la tempête. Sous la neige se trouve leur ligne de vie, l'herbe. Mais elle est enfouie, cachée sous des couches de glace et de poudre. Le bison abaisse sa tête massive et la balance d'un côté à l'autre, utilisant sa force brute pour labourer la neige. Encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, une parcelle de terre gelée soit exposée. Il se nourrit, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. La vapeur s'élève de leur corps, se mêlant à l'air glacial. La chaleur rayonne de l'intérieur, conçue pour cela, façonnée par la nature pour survivre là où peu d'autres le peuvent. Leur pelage épais, leurs muscles puissants, leur capacité à économiser l'énergie, tout chez eux parle d'endurance. Mais même les géants ne sont pas intouchables. Depuis le bord de la tempête, au-delà du rideau mouvant de neige, des yeux observent. Des loups. Ils ne se précipitent pas aveuglément. Ils observent, patients, calculés. Le troupeau est fort mais pas invincible. Quelque part en son sein, il y a une faiblesse. Un veau trop lent, un bison plus âgé, trop fatigué. Un moment de séparation. C'est tout ce dont ils ont besoin. Les bisons le sentent, un changement dans le vent, un mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. Le mâle dominant s'arrête, lève la tête. La neige tombe de ses cornes tandis qu'il scrute le vide blanc. Le troupeau se resserre, formant instinctivement un mur vivant, les veaux protégés à l'intérieur, les adultes tournés vers l'extérieur. Ils ne sont pas sans défense. Une seule charge d'un bison peut briser des os. Une corne bien placée peut tuer. Ce ne sont pas des proies passives, ce sont des guerriers des plaines. Mais la survie ne consiste pas à gagner chaque combat. Elle consiste à durer plus longtemps que la tempête. Et la tempête ne se termine pas rapidement. Des kilomètres doivent encore être parcourus. De la nourriture doit encore être trouvée. Le froid ne faiblit pas, il s'intensifie. Jour après jour, pas après pas, le troupeau poursuit sa lente migration à travers une terre qui n'offre aucune pitié. Les loups suivent, pas toujours proches, pas toujours visibles, mais toujours présents, en attente. Parce qu'à Yellowstone, même les plus forts finissent par faiblir. Et quand cela arrive, les observateurs dans la tempête seront prêts. La tempête s'apaise. Le vent se transforme en un murmure bas à travers la vallée. Et la neige, autrefois une force violente, repose maintenant immobile. Mais le silence ne signifie pas la sécurité. Cela signifie que les chasseurs écoutent. Depuis l'ombre d'une crête, une silhouette se tient immobile, un loup gris. Son pelage se fond parfaitement dans le monde pâle qui l'entoure, sa respiration lente, contrôlée. Mais ses yeux ne cessent jamais de bouger, observer, calculer. En contrebas, la vallée s'étend largement, ponctuée de mouvements, des élans broutant avec prudence, des troupeaux de bisons avançant, inconscients de la proximité avec laquelle ils sont étudiés. Le loup n'agit pas seul. Il ne le fait jamais. Une deuxième forme apparaît, puis une troisième, puis d'autres. La meute se rassemble sans bruit, chaque membre se glissant à sa place, comme guidé par quelque chose de plus profond que l'instinct. Il n'y a pas de chaos ici, aucune confusion. Chaque loup connaît son rôle. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la stratégie. Au centre se tient le couple alpha, les leaders. Ils ne dominent pas par une agressivité constante, mais par l'expérience, par la décision. Leur regard balaie le troupeau en contrebas, non pas à la recherche du plus fort, mais du point le plus faible du système, une boiterie, un retard, un moment d'hésitation. C'est là que la chasse commence.
Le signal est presque invisible, un changement de posture, un léger mouvement vers l'avant. Et puis, la meute se divise. Certains loups s'écartent largement, encerclant, coupant les voies de fuite avant même que la proie ne réalise qu'elle est chassée. D'autres restent cachés, attendant le moment où la panique brise la formation. Le timing est essentiel. En bas, un élan relève la tête. Trop tard. Les loups surgissent, non pas dans une charge chaotique, mais en une vague coordonnée. Pression de tous les côtés. Le troupeau réagit instantanément, explosant en mouvement, les sabots frappant le sol gelé. La neige jaillit dans l'air, transformant la vallée en un flou de mouvements et de sons. Mais les loups ne poursuivent pas aveuglément. Ils guident, dirigent, contrôlent. Un élan commence à prendre du retard, très légèrement. Ces mouvements sont puissants, mais pas parfaits. Les loups le voient, s'ajustent instantanément. La meute se resserre, concentrant toute son attention sur une seule cible. L'énergie est conservée. L'effort est calculé. Ce n'est pas un sprint. C'est une épreuve d'endurance. L'élan choisi court, les poumons brûlants, les pattes luttant contre la neige profonde. Les loups suivent sans relâche, non pas plus vite, mais plus intelligemment. Ils se relaient pour exercer la pression, chacun économisant ses forces pendant qu'un autre pousse la proie vers l'épuisement. Les minutes passent, puis encore, jusqu'à ce que le moment arrive. L'élan vacille. Une seule fois. Mais une seule fois suffit. Les loups se rapprochent, leur formation se transformant en précision. Il n'y a aucun mouvement inutile, aucune hésitation. La chasse se termine aussi efficacement qu'elle a commencé. Le silence revient. La meute se regroupe, respirant fortement, mais avec contrôle. Il n'y a pas de célébration, seulement la survie. Le couple alpha se nourrit en premier, maintenant l'ordre même dans le succès. Chaque membre attend son tour. C'est la hiérarchie, la structure, l'équilibre. Car sans cela, la meute échouerait. À Yellowstone, la force seule ne suffit pas. C'est l'esprit qui chasse, l'esprit qui survit et l'esprit qui règne. Mais les loups ne sont pas les seuls chasseurs. La vallée appartient aux loups jusqu'à ce que quelque chose de plus grand décide autrement. Une lourde immobilité s'installe sur la rive du fleuve. L'air s'épaissit, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Même les charognards, des corbeaux perchés le long des bords d'une carcasse, deviennent silencieux. Puis il apparaît. Un grizzly. Il ne se précipite pas. Il n'en a pas besoin. Chaque pas est lent, délibéré, portant le poids d'une domination absolue. Les muscles roulent sous une épaisse fourrure alors qu'il avance, wissale et incontesté. Sa tête est basse, son museau scrutant l'air, lisant les odeurs superposées à travers le paysage, le sang, l'eau, la vie et la mort. Devant lui, les restes d'une proie de loup sont éparpillés sur la neige. La meute est toujours là, se nourrissant avec prudence, leur précision d'autrefois désormais remplacée par l'urgence. Ils savent ce qui arrive. L'ours ne s'annonce pas. Il entre simplement. Les loups reculent presque instantanément, non seulement par peur, mais par reconnaissance. Ce n'est pas un combat qui vaut la peine d'être mené, pas contre quelque chose qui les dépasse en poids, en force, et qui ignore leur nombre par pure puissance. Le grizzly s'approprie la carcasse sans résistance. La puissance n'a pas besoin de se prouver. D'un seul mouvement, il déchire les restes gelés, ses mâchoires broyant les os avec facilité. Chaque bouchée est lente, efficace, imparable. De la vapeur s'élève de son corps, se mêlant à l'air froid, comme si la chaleur de Yellowstone elle-même circulait en lui. Mais le grizzly n'est pas seulement un charognard, c'est un maître de l'adaptation. Alors que l'hiver relâche son emprise et que les rivières commencent à gonfler, l'attention de l'ours change. La neige fond en courant rapide, et avec eux vient l'opportunité. Des poissons. Au bord d'une rivière rapide, l'ours se tient immobile, sa vissale silhouette projetant une ombre sur l'eau. Sous la surface, des formes scintillent, des truites fardées remontant le courant. Le courant est implacable, mais l'instinct qui les pousse en avant l'est tout autant. L'ours attend, immobile, patient. Puis, en un instant, explosion. Une patte frappe l'eau avec une vitesse terrifiante. Des éclaboussures jaillissent, la lumière du soleil capturant chaque goutte, tandis que l'ours retire sa patte, un poisson frétillant pris dans son emprise. Un mouvement, une réussite. Il se nourrit à nouveau. Ici, la force rencontre la précision. Saison après saison, le grizzly se transforme.
Au printemps, ils charognent et chassent les proies faibles sortant de l'hiver. En été, ils se tournent vers les rivières et les prairies, se nourrissant de poissons, de racines, de baies, de tout ce qui constitue les réserves de graisse dont il a besoin. À l'automne, il devient implacable, consommant presque tout sur son passage, se préparant pour le long sommeil à venir. Car même les géants doivent planifier leur survie, et la survie ici exige de la polyvalence. Les loups comptent sur la stratégie, les bisons comptent sur l'endurance, le grizzly compte sur tout. Il chasse, il charogne, il vole, il s'adapte, il domine non pas parce qu'il est le plus rapide ni le plus intelligent, mais parce qu'il peut tout faire. La rivière coule, la carcasse disparaît. L'ours s'en va, ne laissant derrière lui que le silence et des restes éparpillés. À Yellowstone, il y a de nombreux chasseurs, mais peu dominent le territoire de cette manière. Les saisons ne se déplacent pas en ligne droite à Yellowstone, elles tournent en cycle. Et aucun cycle n'est plus visible, ni plus puissant que le grand mouvement des élans. Cela commence presque inaperçu. Un changement de comportement, un rassemblement aux abords des vallées où la nourriture est encore accessible. Puis, lentement, les nombres augmentent. Les petits groupes deviennent des troupeaux. Les troupeaux deviennent des rivières de mouvement s'étendant à travers le paysage, et la migration commence. Les élans ne voyagent pas au hasard. Ils suivent des routes anciennes tracées non par des cartes, mais par la mémoire, transmises de génération en génération, inscrites dans l'instinct. Ces chemins les mènent des pâturages d'été en altitude vers les vallées plus basses, à l'approche de l'hiver, où la survie reste possible lorsque les montagnes commencent à se durcir. L'air devient plus froid. La neige commence à tomber, et les élans avancent. À travers les plaines ouvertes, le long des lisières forestières denses et dans de larges vallées gelées, le troupeau progresse. Des milliers de corps en mouvement, les sabots frappant le sol dans un rythme régulier qui résonne dans le silence de l'hiver. Leur souffle s'élève en nuages, disparaissant dans le ciel froid. Parmi eux, les mâles dominants s'imposent. Pendant la saison du rut, le paysage change à nouveau, non pas dans le terrain, mais dans le comportement. Les mâles élans lèvent haut la tête, leur bois s'élevant comme des couronnes squelettiques contre l'horizon pâle. Puis le son commence, le brame, un appel long et perçant qui traverse le vent. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est une déclaration, territoire, défi. Le son se propage à travers les vallées, rebondissant sur des crêtes lointaines, répondues par des rivaux cachés hors de vue. Un mâle répond à un autre. La tension monte instantanément. Ils se rapprochent, lentement d'abord, tournant l'un autour de l'autre. Puis l'impact. Les bois s'entrechoquent avec une force explosive, verrouillés dans une lutte de puissance et d'endurance. Ils poussent, se tordent, forcent, aucun ne voulant céder facilement. Mais cette bataille n'est qu'une partie d'un voyage bien plus vaste. Car pendant que les élans se battent pour la domination au sein du troupeau, autre chose les suit au-delà. Le long de la lisière des arbres, à peine visibles dans le paysage, des ombres se déplacent. Des loups. Ils n'interfèrent pas avec le rut, ils ne précipitent pas le troupeau. Au contraire, ils le suivent. Patience, discrétion. Se déplaçant en parallèle avec la migration, analysant chaque faiblesse, chaque retard, chaque signe de fatigue. Le troupeau est fort mais pas intouchable. Un faune peine à suivre le rythme. Un élan plus âgé commence à prendre du retard lors d'une traversée de rivière. Ce sont ces moments que les loups attendent, non pas le chaos, mais l'opportunité créée par l'épuisement et le mouvement. La migration elle-même devient une épreuve d'endurance, d'unité, du timing. La neige s'épaissit tandis que le troupeau avance. Les rivières doivent être traversées, leurs eaux glacées tranchant des corps déjà affaiblis. Un à un, les wapitis entrent dans le courant, luttant contre la force qui tire leurs jambes, leur énergie s'amenuisant à chaque pas. Sur la rive opposée, ils se regroupent. Mais tous ne traversent pas sans difficulté, et les loups continuent de suivre, sans jamais se précipiter, sans jamais gaspiller d'énergie. Parce qu'à Yellowstone, la migration n'est pas une fuite, c'est une survie en mouvement. Et chaque avancée est aussi une traversée du danger. L'hiver arrive sans bruit, aucun avertissement, aucun signal, aucune pitié. Un jour, la terre est en mouvement, vivante de troupeaux, les rivières coulent, le vent transporte odeurs et sons à travers les vallées ouvertes. Le lendemain, tout commence à ralentir, puis à s'arrêter. Le froid se répand d'abord pendant la nuit, s'insinuant dans le sol, dans les eaux même de la terre. Le givre se forme le long des bords des rivières, fin au début,
fragile comme du verre, puis plus épais, plus lourd, jusqu'à ce que l'eau en dessous ne puisse plus circuler librement. Et Yellowstone commence à geler. La transformation est totale. L'herbe disparaît sous des couches de neige. Les sentiers s'effacent. Les routes familières deviennent méconnaissables. Le monde devient une surface vide et infinie où chaque pas exige un effort et chaque mouvement coûte une énergie qui ne peut pas être facilement remplacée. Pour les animaux, ce n'est pas simplement une saison, c'est une pression. Un wapiti avance dans la neige profonde, ses pattes s'enfonçant à chaque pas, l'obligeant à soulever son corps plus haut que d'habitude, juste pour progresser. Sa respiration est lourde maintenant, visible dans l'air, chaque expiration étant une perte de chaleur qu'il ne peut se permettre. Il s'arrête brièvement, creusant à travers les couches gelées pour trouver une nourriture devenue difficile à obtenir. Il n'y a rien de spectaculaire dans sa lutte, seulement de la persévérance. À proximité, une rivière gelée s'étend à travers la vallée. Ce qui était autrefois une source de vie fluide est désormais une barrière solide de glace et de silence. En dessous, l'eau continue de circuler dans des canaux étroits, invisibles. Autour, les animaux se rassemblent, attirés non par le confort mais par la nécessité. Un bison abaisse sa tête massive, poussant à travers la neige et la glace pour atteindre le peu d'herbe qui reste en dessous. Son corps est puissant, conçu pour l'endurance, mais même la force a ses limites lorsque la terre n'offre rien à consommer. Chaque bouchée est plus difficile à trouver que la précédente. Et chaque jour, la marge entre survie et effondrement devient plus mince. Tous ceux qui commencent l'hiver n'en verront pas la fin. Certains ralentissent trop. Certains ne trouvent pas assez de nourriture. Certains manquent simplement d'énergie pour continuer. Et lorsque ce moment arrive, il n'y a ni poursuite, ni confrontation, ni lutte. Seulement l'immobilité. La terre les prend silencieusement. Même les prédateurs ne sont pas épargnés par cette pression. Un loup solitaire traverse le paysage gelé, ses côtes à peine visibles sous son pelage. La chasse est devenue plus difficile, les proies plus rares, les distances plus longues. Chaque décision a désormais du poids. Chaque pas inutile est un risque. Il s'arrête au bord d'une vallée, scrutant le vide. Il y a un mouvement quelque part au loin, mais la distance seule peut décider de la survie. Trop loin, et l'énergie dépensée pour la poursuite dépasse le gain obtenu. Le calcul est constant, impitoyable, parce qu'en hiver, même les chasseurs doivent choisir avec soin, et parfois ne pas chasser du tout. Au-dessus, des corbeaux tournent lentement, observant, attendant, sans se presser. Ils comprennent ce que fait le froid, ils savent qu'il n'a pas besoin de poursuivre, il lui suffit de rester. Jour après jour, le paysage resserre son emprise. La neige s'approfondit, le vent devient plus tranchant, le son disparaît dans le blanc. Et la vie ne continue plus que par fragments, parce que l'hiver ne tue pas comme le fait un prédateur. Il ne cible pas, il ne poursuit pas. Il élimine simplement ce qui ne peut pas résister. Et à Yellowstone, l'endurance n'est jamais garantie. L'hiver ne se termine pas en un seul instant. Il relâche son emprise, lentement, presque à contre-cœur. Les premiers signes sont subtils. Un léger goutte à goutte sous le silence. La glace commence à se fissurer le long des rivières, se brisant en craquements discrets qui résonnent dans l'air immobile. La neige se ramollit sous la chaleur croissante, se transformant en neige fondue, révélant la terre sombre en dessous. La terre recommence à respirer. À travers les vallées, des touches de verre percent la blancheur fondante, fragile au début, presque insignifiante, mais irrésistible. Ce qui était enfoui remonte maintenant, nourri par les mêmes forces qui semblaient autrefois l'étouffer. Et avec ce changement, la vie revient. Dans une dépression abritée, une femelle bison se tient immobile, sa masse imposante stable face au froid persistant. À ses côtés, un veau nouveau-né lutte pour se tenir debout. Ses pattes tremblent, incertaines, se pliant sous son poids, tandis qu'il essaie encore. Encore. Le monde dans lequel il est entré est encore rude, encore imprévisible, mais il n'attend pas. La mère le pousse doucement, l'encourageant à se relever. L'instinct exige le mouvement. En quelques minutes, le veau trouve son équilibre. En quelques heures, il doit être capable de suivre. Parce qu'à Yellowstone, même une nouvelle vie doit être prête. La vapeur s'élève légèrement du sol à proximité, se mêlant à l'air frais. La chaleur de la terre remonte, adoucissant des zones où les premières herbes poussent le plus vigoureusement. C'est ici que la vie se rassemble en premier, là où la survie a le plus de chance.
Non loin de là, caché dans l'herbe haute et humide, un faon de wapiti reste parfaitement immobile. Son pelage, tacheté de points pâles, se fond parfaitement dans la lumière et l'ombre changeante du début du printemps. Il ne bouge pas, il n'appelle pas. Sa survie dépend entièrement du fait de rester invisible. Sa mère broute à distance, levant souvent la tête, scrutant, écoutant, chaque son compte. Parce que le printemps ne supprime pas le danger. Il le transforme. Les prédateurs reviennent avec une force renouvelée. Les loups se déplacent dans les vallées en dégel, ne ralentis plus par la neige profonde. Leur énergie est revenue et, avec elle, leur précision. Là où ils peinaient autrefois, ils prospèrent désormais. Et ils savent exactement où chercher. Les nouveau-nés sont partout. Un veau bouge légèrement dans l'herbe. Le mouvement est minime, presque rien. Mais à Yellowstone, rien ne passe inaperçu longtemps. Pourtant, la vie avance. Le chant des oiseaux remplit à nouveau l'air, brisant le silence laissé par l'hiver. Les petits animaux émergent de leur terrier, clignant des yeux à la lumière. Les rivières gonflent avec l'eau de fonte, traversant le paysage avec une force renouvelée. Les plaines, autrefois vides, recommencent à s'animer. Les troupeaux deviennent plus forts chaque jour. Les veaux apprennent vite à se tenir debout, à courir, à rester proches. Les plus faibles ont déjà été emportés par l'hiver. Ceux qui restent portent désormais l'avenir. Le printemps n'est pas doux, il est urgent, il se construit rapidement, sans relâche, superposant la vie à la perte. Parce qu'à Yellowstone, la survie ne consiste pas seulement à endurer la saison la plus dure. Il s'agit de profiter du moment où la terre redonne, la neige continue de fondre, le sol s'assouplit, l'air se réchauffe. Et à travers le paysage, dans d'innombrables endroits cachés, une nouvelle vie commence. Lorsque les grands troupeaux s'éloignent et que les vallées retombent dans le silence, un autre monde commence à s'éveiller. Il ne s'annonce pas. Il ne traverse pas les plaines ouvertes ni ne laisse de traces évidentes. Il se déplace en silence. À Yellowstone, tous les chasseurs ne comptent pas sur la force du nombre ou une puissance écrasante. Certains dépendent de quelque chose de bien plus précis, l'invisibilité. À mesure que la lumière du jour s'estompe, les ombres s'étirent à travers le paysage. Le terrain ouvert, autrefois dominé par de vastes troupeaux et des meutes errantes, devient un lieu de dissimulation où chaque mouvement est caché et chaque opportunité fugace. Haut sur une crête rocheuse, un puma observe, seul. Pas de meute, pas de soutien. Seulement la patience. Son corps est parfaitement immobile. Ses muscles tendus sous une silhouette souple, les yeux fixés sur le mouvement en contrebas. Un wapiti broute près de la lisière d'une forêt, inconscient qu'il a déjà été choisi. Le puma ne se précipite pas, il étudie. Distance, vent, terrain. Puis, lentement, il commence à avancer. Chaque pas est posé avec une précision absolue. Aucun bruit, aucune énergie gaspillée. Il utilise le terrain lui-même, rochers, creux, ombres, pour réduire la distance. Plus près, puis encore plus près. Ce n'est pas une poursuite, c'est une embuscade. Dans une soudaine explosion de puissance, le puma se lance en avant, rapide, silencieux, décisif. La distance disparaît en quelques secondes. Il n'y a pas de longue poursuite, pas de lutte prolongée. Cela doit se terminer rapidement. Parce que contrairement au loup, le puma ne peut pas se permettre d'échouer. Chaque chasse est un risque. Chaque erreur coûte une énergie qui peut ne pas être récupérée. Ailleurs, de plus petits chasseurs commencent leur travail. Un renard roux se déplace légèrement dans l'herbe, ses oreilles s'ajustant constamment à l'écoute du moindre bruit sous la surface. Sous le sol, des tunnels cachés transportent les mouvements de petites proies. Le renard s'arrête, écoute, puis saute. Il plonge tête la première dans le sol, disparaissant un instant avant de réapparaître, une proie serrée dans ses mâchoires, un mouvement, un succès. À proximité, un coyote avance avec une confiance silencieuse à travers le terrain ouvert. Il n'est ni aussi puissant que le loup, ni aussi précis que le puma, mais il n'en a pas besoin. Il survit grâce à son adaptabilité. Rongeur, charogne, reste de proie plus grande. Les opportunités sont partout pour ceux qui savent les saisir. À mesure que la nuit s'installe, leur avantage grandit. L'obscurité transforme Yellowstone en un monde de mouvements subtils. Les yeux reflètent une faible lumière. Des formes traversent l'herbe haute sans être remarquées.
Les sons deviennent plus nets, chaque froissement, chaque pas, chaque souffle porteur de sens. Les chasseurs invisibles prospèrent ici, non pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils restent inaperçus. Ils existent entre les géants, entre le chaos de la chasse et l'immobilité de la terre. Parce que la survie à Yellowstone ne dépend pas seulement de la puissance, elle dépend de la précision. Le puma retourne dans l'ombre, le renard disparaît dans l'herbe, le coyote poursuit sa recherche sans fin. Et la nuit reste vivante, silencieuse, vigilante et toujours en chasse. La mort ne met pas fin à une histoire à Yellowstone, elle en commence une autre. Haut au-dessus des vallées, là où l'air est mince et où le sol semble lointain, des formes tournent dans le ciel pâle. Au début, elles semblent sans effort, glissant sur des courants invisibles, les ailes déployées, à peine en mouvement. Mais elles ne dérivent pas. Elles cherchent. Un aigle incline légèrement son corps, s'ajustant au vent, ses yeux perçants scrutant la terre en contrebas avec une précision absolue. De cette hauteur, rien n'échappe à son regard, un frémissement de mouvement, une rupture dans la neige, l'immobilité de quelque chose qui ne devrait pas être immobile. Il voit tout. Et lorsqu'il décide, il agit. La plongée est soudaine. Les ailes se replient. Le corps chute comme une lame fendant l'air à une vitesse contrôlée. Plus vite, plus près, fixé sur sa cible. Au dernier instant, les ailes s'ouvrent à nouveau, les serres tendues, l'impact. Une seule attaque. S'il réussit, la récompense est immédiate. S'il échoue, il remonte, retournant au ciel, où la patience reste son plus grand atout. Mais tous les chasseurs du ciel ne comptent pas sur le fait de tuer. Certains attendent. Au sol, en contrebas, une carcasse repose à découvert. Il peut s'agir d'un élan abattu par des loups ou d'un animal qui n'a tout simplement pas survécu à l'hiver. La cause n'a plus d'importance. Seule l'opportunité compte. Les premiers à arriver sont les corbeaux. Des formes sombres descendent avec prudence, se posant à distance avant de se rapprocher par petits pas délibérés. Ils ne se précipitent pas. Ils observent. Leurs cris résonnent à travers la vallée, nets, délibérés, presque intentionnels. Car ils ne sont pas seuls. D'autres corbeaux se rassemblent rapidement, puis encore d'autres. Ils se nourrissent par à-coups, déchirant la chair exposée, se glissant dans des espaces trop étroits pour les plus grands charognards. Chaque mouvement est rapide, efficace, attentif. Ils mangent, puis s'arrêtent, lèvent la tête, écoutent. Ils savent que d'autres arrivent. Au-dessus d'eux, d'autres oiseaux commencent à tourner en cercle. Les aigles reviennent. Contrairement aux corbeaux, ils n'hésitent pas longtemps. D'une descente puissante, ils se posent près de la carcasse, leur présence modifiant immédiatement l'équilibre. Ailes largement déployées, ils s'approprient l'espace, forçant les plus petits charognards à reculer. La puissance s'impose même ici, mais rien à Yellowstone ne reste contesté bien longtemps. Le repas devient une compétition silencieuse, pas de bataille bruyante, pas de combat prolongé, juste une pression constante, des positions changeantes, chaque animal prenant ce qu'il peut avant que quelque chose de plus grand n'arrive. Car cela arrive toujours. La carcasse ne durera pas. Morceau par morceau, elle disparaît, consommée non par un seul prédateur, mais par beaucoup. Ce qui était une seule vie soutient maintenant d'innombrables autres. Rien n'est gaspillé. Même les os finiront par se décomposer, retournant à la terre. Au-dessus, le ciel s'éclaircit à nouveau. Les silhouettes en cercle s'éloignent, une à une, leur tâche accomplie pour l'instant. Car à Yellowstone, la mort n'est jamais une fin. C'est un transfert. Un moment où le ciel rencontre la terre et où la vie continue à travers ce qui reste. Toute vie à Yellowstone ne se déplace pas sur la terre. Une partie d'elle s'écoule, traversant les vallées, serpentant entre les forêts, creusant profondément dans la roche façonnée au fil de milliers d'années. La rivière Yellowstone avance avec une persistance tranquille. Même dans un lieu défini par le feu sous la terre et les conflits au-dessus, l'eau reste le fil constant, reliant tout. Ici, la vie se rassemble. Au premier regard, la rivière semble calme. Sa surface reflète le ciel, interrompue seulement par des ondulations qui s'étendent en cercles de plus en plus larges. Mais sous cette surface, il y a du mouvement, intentionnel, urgent, des poissons. Au fil des saisons, la rivière devient une voie pour l'un des événements les plus importants de Yellowstone. Les truites commencent leur voyage vers l'amont, luttant contre le courant avec une détermination constante.
Leurs corps brillent sous l'eau, rapides et argentés, franchissant rochers, chutes soudaines et courant implacables. Ce n'est pas simplement un déplacement, c'est la survie. Elles voyagent pour se reproduire, poussées par un instinct plus ancien que la rivière elle-même. Chaque obstacle franchi les rapproche de cet objectif, mais aussi du danger. Car la rivière ne leur appartient pas uniquement. Le long de ses rives, une silhouette massive attend. Un grizzly se tient immobile au bord du courant, le regard fixé sur l'eau. Il ne se précipite pas, il ne gaspille pas d'énergie. Sa patience est aussi puissante que sa force. Les poissons poursuivent leur trajet, inconscients. Puis, dans une soudaine explosion de mouvement, l'immobilité se brise. L'ours frappe. Une patte puissante tranche l'eau, projetant des éclaboussures dans l'air. Pendant un instant, tout devient chaos, ondulation, éclat, mouvement. Puis l'ours relève la tête, un poisson frétillant, fermement pris dans son emprise. Une action précise, une chasse réussie. La rivière continue de couler, mais pour l'ours, tout a changé. Il se nourrit. À proximité, un autre ours longe la rive, observant, attendant sa propre opportunité. Il n'y a pas de manque de concurrence ici. Là où la nourriture se rassemble, les prédateurs suivent. Et là où les prédateurs se rassemblent, l'attention n'est jamais loin. Mais la rivière offre plus que de la nourriture pour les plus puissants. Une vie plus petite y prospère aussi. Des oiseaux bordent les rives, guettant les poissons exposés. Des insectes planent au-dessus de la surface, formant la base d'une chaîne alimentaire qui s'étend bien au-delà de ce que l'on peut voir au premier regard. Même les plantes le long des berges dépendent de sa présence, puisant des nutriments dans l'eau qui les soutient. La rivière n'est pas seulement un lieu, c'est un système, un réseau vivant en mouvement, où l'énergie passe d'une forme à une autre, où rien n'existe isolément. Les poissons nourrissent les ours, les restes nourrissent les charognards, les nutriments retournent au sol, et le cycle continue. Même en hiver, lorsque la majeure partie de la Terre gèle, certaines parties de la rivière persistent, maintenues en vie par la chaleur qui s'élève sous la surface de Yellowstone. Ces eaux libres deviennent des lignes de vie, attirant des animaux de tout le paysage. Car là où il y a de l'eau, il y a la survie. Le courant ne s'arrête jamais. Il traverse chaque saison, chaque changement, portant la vie vers l'avant. Et à Yellowstone, la rivière fait plus que façonner la terre. Elle soutient tout ce qui y vit. À Yellowstone, toute destruction ne vient pas du froid, ni des prédateurs qui parcourent la terre. Une partie arrive sous forme de feu. Tout commence par une étincelle. Un seul éclair traverse un ciel d'été sec, frappant le sol avec une force soudaine. Pendant un instant, rien ne semble changer. Puis, une fine ligne de fumée s'élève, à peine visible dans l'immensité du paysage. Et la transformation commence. Les flammes prennent lentement au début, se nourrissant d'herbes sèches, de branches tombées et de sous-bois cassants laissés par les saisons précédentes. Puis, le vent change. Et tout change. Le feu se propage. Ce qui était petit devient incontrôlable. Les flammes parcourent la terre, grimpent dans les forêts, sautent d'arbre en arbre, consumant tout sur leur passage. L'air se remplit de fumée, épaisse et lourde, transformant la lumière du jour en une brume sombre et vacillante. Les animaux réagissent instantanément. Les élans se mettent en mouvement, s'éloignant rapidement de la chaleur qui avance. Les bisons suivent, leur corps massif poussant en avant avec urgence. Les oiseaux s'élèvent dans le ciel, fuyant la fumée. Même les plus petites créatures, cachées sous les rochers ou enfouies dans le sol, sont forcées de fuir ou de survivre là où elles sont. Il n'y a aucune résistance au feu. Il ne ralentit pas, il ne choisit pas, il prend. Des arbres qui se dressaient depuis des décennies s'effondrent en cendres en quelques minutes. Les prairies sont dépouillées. Des sections entières de forêt sont réduites à un sol noirci, silencieux et sans vie après coup. Pendant un instant, cela ressemble à une destruction totale. Mais à Yellowstone, la destruction n'est jamais la fin. Lorsque les flammes passent, le paysage est méconnaissable. Des troncs calcinés se dressent comme des ombres contre l'horizon. Le sol est sombre, brûlé, encore chaud. La fumée persiste dans l'air, dérivant lentement dans l'espace ouvert. Puis, lentement, le changement commence. La pluie tombe, d'abord doucement, puis régulièrement. Elle refroidit le sol, stabilise les cendres et commence quelque chose de nouveau. Sous la surface, la vie qui semblait détruite n'a fait qu'attendre.
Les graines qui nécessitent la chaleur pour s'ouvrir commencent maintenant à pousser. Les nutriments libérés par le feu enrichissent le sol, le rendant plus fertile qu'avant. La lumière du soleil atteint plus facilement le sol, nourrissant une nouvelle croissance qui ne pouvait survivre dans une forêt dense. En quelques jours, des pousses vertes apparaissent. En quelques semaines, la terre commence à se transformer. Les animaux reviennent. Les herbivores arrivent en premier, attirés par la végétation fraîche. Avec eux viennent les prédateurs, suivant le retour du mouvement et des opportunités. Le cycle recommence. Le feu ne fait pas que détruire, il transforme. Il élimine l'ancien, laissant place à ce qui vient ensuite. Il rétablit l'équilibre, empêchant qu'une seule partie de l'écosystème ne domine complètement. À Yellowstone, même le chaos a un but. La terre brûle, puis guérit, les flammes disparaissent et la vie revient. Car ici, la destruction n'est pas l'opposé de la création, elle en fait partie. Toute vie à Yellowstone n'est pas visible. Une partie existe au-delà de ce que l'œil peut percevoir, et pourtant elle façonne tout. Au bord d'une source chaude, le sol semble vivant de couleurs. Des bandes d'orange, de jaune, de vert et de bleu profond s'étendent en motifs délicats, comme peintes à la surface. L'eau scintille de chaleur, la vapeur s'élevant en vagues douces qui brouillent la frontière entre l'eau et l'air. Cela semble immobile, mais ce ne l'est pas. C'est vivant. Dans ces bassins, où les températures peuvent approcher l'ébullition, la vie prospère sous des formes différentes de tout ce que l'on trouve ailleurs dans le parc. Ce sont des micro-organismes, minuscules, résistants et anciens. Ils survivent dans des conditions qui détruiraient la plupart des autres formes de vie. Et pourtant, ici, ils prospèrent. Chaque couleur représente une forme de vie différente. Près du centre de la source, là où l'eau est la plus chaude, seuls les organismes les plus résistants à la chaleur peuvent survivre. Les couleurs sont souvent pâles ou d'un bleu profond, là où la vie existe à la limite de ses capacités. En s'éloignant, où la température devient légèrement plus basse, de nouvelles couches apparaissent, orange, jaune et vert, chacune formée par différentes communautés microbiennes. C'est une carte vivante de la survie. Un système entièrement défini par la chaleur. Ces micro-organismes forment des tapis denses le long des bords des sources. Superposés et complexes, ils se nourrissent des minéraux qui remontent des profondeurs souterraines. Au lieu de dépendre uniquement de la lumière du soleil, beaucoup utilisent l'énergie chimique transformant la chaleur et les minéraux en vie. C'est la vie dans sa forme la plus simple et pourtant aussi l'une des plus puissantes. La chaleur du cœur volcanique de Yellowstone fait plus que créer des paysages spectaculaires. Elle construit des environnements où la vie peut exister dans des conditions extrêmes, des organismes qui se sont adaptés pendant des milliers d'années pour survivre là où rien d'autre ne le peut. Même la vapeur qui s'élève transporte des traces de ce monde caché. Des particules microscopiques se déplacent dans l'air, invisibles mais constamment présentes, reliant l'eau, la terre et l'atmosphère de manière rarement visible. Alors que les grands animaux parcourent les plaines, chassant, migrant, survivant, ce monde invisible continue silencieusement sous eux, inaperçu, mais essentiel. Sans ces micro-organismes, la chimie des sources changerait, l'équilibre se modifierait, les couleurs disparaîtraient, le système qui soutient une grande partie de l'unicité de Yellowstone commencerait à se dégrader. Ce sont les plus petites formes de vie, et pourtant parmi les plus importantes. À la surface, les sources bouillonnent et fument, leur couleur changeant avec la lumière et la température. Pour l'œil, elles sont belles, mystérieuses, voire dangereuses. Mais sous cette surface se trouve quelque chose de plus profond, un monde sans bruit, sans mouvement visible, un monde qui existe aux limites de la vie et qui continue de prospérer. Car à Yellowstone, la survie ne dépend pas toujours de la taille ou de la force. Parfois, elle appartient à ce qui ne peut être vu. À Yellowstone, rien n'existe isolément. Chaque vie est connectée. Chaque mouvement déclenche une réponse. Chaque mort nourrit autre chose. L'ensemble de l'écosystème est maintenu par un équilibre fragile de pouvoir qui change constamment, mais ne se rompt jamais complètement. Au centre de cet équilibre se trouvent les prédateurs et les proies. Pendant des années, ce système a été perturbé. Les loups ont un jour disparu complètement de Yellowstone, éliminés par l'intervention humaine. Et lorsqu'ils ont disparu,
l'équilibre a commencé à s'effondrer d'une manière qui n'était pas immédiatement visible. Les populations d'élans ont augmenté rapidement. Sans la pression de l'un de leurs prédateurs les plus efficaces, ils se sont déplacés plus librement, se sont nourris davantage et sont restés plus longtemps dans des vallées clés. Avec le temps, ce broutage constant a transformé la terre elle-même. Les rives des rivières se sont affaiblies. La végétation a disparu. Des zones entières d'habitat ont commencé à se dégrader. L'absence d'une seule espèce avait remodelé tout l'écosystème, puis ils sont revenus. La réintroduction des loups a tout changé à nouveau, mais cette fois dans l'autre sens. Non pas par une simple réduction des effectifs, mais par le comportement. Les élans ne se déplaçaient plus sans prudence. Ils évitaient certaines vallées. Ils voyageaient en groupes plus serrés. Ils passaient moins de temps dans des zones vulnérables comme les rives ouvertes des rivières. Ce changement à lui seul a permis à la végétation de se rétablir dans des endroits qui avaient été fortement surexploités. Les arbres ont recommencé à pousser le long des rivières. Les saules sont revenus, les oiseaux ont suivi. Même le cours des rivières a changé à mesure que le sol se stabilisait à nouveau. L'impact s'est étendu bien au-delà d'une seule relation prédateur-proie. Les loups ont également créé des opportunités pour d'autres espèces. Leurs proies sont devenues de la nourriture pour les charognards, les corbeaux, les renards, les ours et les insectes. Ce qui était autrefois une seule mort est devenu une source de vie pour beaucoup d'autres. À Yellowstone, rien n'est gaspillé. La présence des loups n'a pas simplement contrôlé le nombre d'élans, elle a remodelé les déplacements, le comportement, la géographie elle-même. Mais cet équilibre n'est jamais statique. Les prédateurs chassent toujours pour survivre, pas pour contrôler. Les proies s'adaptent toujours, migrent toujours, testent toujours les limites du système. Chaque interaction fait partie d'un ajustement constant, une négociation permanente entre la vie et la mort. Une meute de loups traverse une vallée à l'aube, scrutant l'horizon. Au loin, les troupeaux d'élans changent de position, réagissant déjà à une pression invisible. Aucun des deux côtés ne domine totalement. Aucun des deux ne disparaît. Car si l'un le fait, le système change à nouveau, et pas toujours de manière stable. Yellowstone survit non pas parce qu'il est paisible, mais parce qu'il est équilibré par la tension, par une rétroaction constante entre la faim et la prudence, la force et la vulnérabilité, la poursuite et la fuite. Même la terre elle-même répond à cet équilibre. La végétation pousse ou recule selon la pression du pâturage. Les rivières changent de cours à mesure que les berges se renforcent ou s'affaiblissent. Le feu réinitialise ce qui devient trop stable. Tout est lié, tout réagit, et tout dépend de tout le reste. Ce n'est pas un système figé, c'est un système vivant, toujours en train de s'ajuster, toujours en train de changer, toujours en mouvement. Parce qu'à Yellowstone, l'équilibre n'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose qui doit être maintenu en permanence. Lorsque le soleil disparaît au-delà de l'horizon, Yellowstone ne se repose pas, il change. La lumière se retire des vallées et avec elle, le monde du jour commence à s'effacer. Les grands troupeaux se calment dans des mouvements plus discrets. Les plaines ouvertes, autrefois remplies de mouvements, deviennent immobiles. Mais ce silence n'est qu'une illusion. Parce que la nuit appartient à autre chose. Sous un ciel dispersé d'étoiles, le paysage se transforme en un royaume d'ombre et de sons. Les formes deviennent indistinctes, les limites se dissolvent. Ce qui ne peut pas être vu doit être perçu. Et la vie continue d'une manière que la lumière du jour dissimule. À travers le prisme de la vision thermique, l'obscurité s'anime. La chaleur révèle ce que l'œil ne peut pas voir. Sur le sol froid, les corps brillent, douces silhouettes en mouvement dérivant à travers la terre. Un troupeau de wapitis apparaît comme un groupe de formes chaudes, étroitement rassemblés, conservant la chaleur, préservant la sécurité. Au-delà d'eux, quelque chose avance seul, un prédateur. Un loup traverse la vallée, son corps comme une lueur pâle sur la terre plus froide. Il avance avec une intention silencieuse, la tête basse, en scrutant. Chaque pas est délibéré. Chaque pause est significative. Dans l'immobilité de la nuit, le son porte plus loin, et même la plus petite erreur peut être entendue. Puis, dans le lointain, un appel. Un hurlement long et montant fend l'obscurité. Un autre répond. Puis d'autres encore, la meute se rassemble. Le son résonne à travers la vallée, rebondissant contre des crêtes invisibles, emplissant la nuit d'une présence impossible à ignorer.
ce n'est pas seulement de la communication, c'est de la coordination, une position, un territoire, un signal que la chasse pourrait bientôt commencer. Ailleurs, de plus petits mouvements se déploient. Un renard se déplace dans l'herbe, le corps bas, les oreilles attentives aux plus légers bruissements sous la surface. Un coyote s'arrête au bord d'une clairière, écoute avant d'avancer à nouveau. Des hiboux glissent silencieusement au-dessus, leurs ailes ne produisant aucun son dans l'air. Chaque espèce s'adapte à l'obscurité à sa manière. Certaines comptent sur le son, certaines sur l'odeur, certaines sur une vision au-delà de ce que les humains peuvent percevoir. Mais toutes sont façonnées par une même condition, une visibilité limitée et un risque accru. Pour les proies, la nuit offre à la fois le danger et la protection. L'obscurité peut dissimuler un mouvement, mais elle peut aussi cacher une menace qui approche. Un wapiti relève brusquement la tête, sentant quelque chose qu'il ne peut pas voir. Le troupeau se resserre, refermant instinctivement les rangs. Pour les prédateurs, la nuit offre une couverture, mais elle exige aussi de la précision. Les erreurs sont plus difficiles à rattraper. Les distances sont plus difficiles à évaluer. Le timing devient essentiel. L'équilibre continue, même dans l'obscurité. Les hurlements s'estompent, les mouvements ralentissent. La vallée retrouve un rythme plus calme, sans jamais être vraiment immobile. Au-dessus, les étoiles demeurent constantes, veillant sur une terre qui ne dort jamais tout à fait. Parce qu'à Yellowstone, la nuit n'est pas une fin. C'est une autre phase de la survie, une autre couche de la même lutte continue, là où la vie se déplace sans être vue, là où le son remplace la vue, et où, sous le ciel sans fin, la chasse ne s'arrête jamais vraiment, compris en anglais entièrement propre sans mélange. Voici la section corrigée. Sous le silence, cela demeure, invisible, inaudible, inarrêtable. Bien au-dessous des vallées, des rivières et des troupeaux errants, une vaste chambre de chaleur se déplace dans l'obscurité. La même force qui a façonné Yellowstone, la même force qui nourrit sa vie, poursuit son mouvement lent et implacable. Elle ne s'est jamais arrêtée. Nous avons vu les prédateurs chasser, les troupeaux migrer, les saisons changer, la vie s'élever, tomber, puis s'élever encore. Mais tout cela existe à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus puissant. Le sol ici n'est pas aussi solide qu'il en a l'air. Par endroits, il tremble, si légèrement que cela est à peine perceptible. Un rappel discret que la Terre est vivante, constamment en train de s'ajuster sous une pression qui s'accumule avec le temps. La chaleur remonte à travers les fissures de la croûte, s'échappant par les geysers, les sources chaudes et les évents de vapeur. De petites libérations, contrôlées, pour l'instant. Sous tout cela se trouve un immense réservoir de roches en fusion, s'étendant sur des kilomètres, se déplaçant lentement, transportant une énergie immense sans issue facile. Il n'entre pas souvent en éruption, il n'en a pas besoin. Sa seule présence façonne tout ce qui se trouve au-dessus. Les geysers entrent en éruption selon des rythmes réguliers. La vapeur s'élève du sol, les rivières restent chaudes à des endroits où elles devraient geler. Même dans les hivers les plus rudes, la vie continue, parce que la chaleur en dessous ne s'éteint jamais. C'est le moteur caché de Yellowstone. Mais que se passerait-il si cet équilibre changeait? Et si la pression s'accumulait au-delà de tout contrôle? L'idée demeure, non pas comme une menace immédiate, mais comme une possibilité. Une force si vaste qu'il est difficile de la comprendre pleinement. Si elle devait entrer en éruption, la transformation ne serait pas minime. Elle serait absolue. Les cendres rempliraient le ciel. Les forêts disparaîtraient. Les rivières seraient ensevelies. Le fragile équilibre de la vie qui existe ici serait effacé en quelques instants. Et pourtant, ce n'est pas une histoire nouvelle. Il y a longtemps, des éruptions d'une puissance immense ont façonné cette terre même. Les vallées, les plateaux, les systèmes géothermiques, tout s'est formé à travers une destruction d'une ampleur presque impossible à imaginer. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de ce passé. Et maintenant, la vie prospère au-dessus. Les bisons traversent les plaines, les loups avancent dans la neige, les rivières coulent, les forêts poussent, le cycle continue, régulier et ininterrompu, inconscient ou simplement inchangé. Parce que le supervolcan n'agit pas avec intention, il ne choisit pas quand créer ou détruire, il existe simplement, une force constante sous un monde en changement constant. La vapeur monte silencieusement dans l'air froid. Le sol reste chaud à des endroits inattendus. Les signes sont toujours présents, subtils mais réels. Un rappel.
que Yellowstone n'est pas seulement une terre sauvage, c'est un système bâti sur l'instabilité, un équilibre entre la création et la destruction, entre la vie au-dessus et le feu en dessous. Et tant que cette force demeure, tout ici continue d'exister dans son ombre. Rien à Yellowstone ne reste immobile, ni la terre, ni les rivières, ni les vies qui s'y déplacent. Tout ici fait partie d'un cycle qui ne commence pas et ne finit pas. Il continue simplement. Dans la lumière naissante du matin, un bison nouveau-né fait ses premiers pas hésitants. Ses pattes tremblent sous lui, incertaines, fragiles. Le monde qui l'entoure est vaste et imprévisible, rempli de mouvements qu'il ne comprend pas encore. Mais il se lève, il suit, il commence. À proximité, une meute de loups avance dans la vallée, silencieuse et concentrée. La faim les pousse en avant, façonnant chaque décision. Ils ne pensent ni au commencement ni aux fins, seulement à la survie. La chasse se déroule. Une course à travers le terrain découvert, un moment de faiblesse, une vie prise, et avec elle, une autre continue. Ce qui tombe ne disparaît pas. Cela devient partie intégrante de quelque chose de plus grand. Le corps nourrit la meute, ce qui reste nourrit les charognards. Ce qui est laissé retourne au sol, rien n'est gaspillé. La terre absorbe tout. Les saisons tournent, et le cycle se répète sous de nouvelles formes. Le printemps apporte la vie, l'été développe la force, l'automne l'éprouve, l'hiver la dépouille. Chaque phase mène à la suivante, non comme des événements séparés, mais comme des parties reliées d'un seul processus. Un troupeau de wapitis grandit dans la chaleur de l'été, les petits gagnant en force, apprenant les schémas du mouvement. En hiver, ces mêmes troupeaux sont mis à l'épreuve. Les faibles restent en arrière, les forts endurent. Et lorsque le printemps revient, une nouvelle vie prend leur place. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'équilibre. Chaque vie ici existe dans les limites imposées par la Terre elle-même. La nourriture, la température, l'espace, chaque facteur façonne ce qui survit et ce qui ne survit pas. Les prédateurs ne suppriment pas complètement les proies. Les proies ne dépassent pas la capacité de la Terre qui les soutient. Parce que si c'était le cas, le système échouerait. Même le sol sous leurs pieds suit ce schéma. La chaleur remonte des profondeurs, façonnant les rivières, nourrissant la vie végétale, soutenant la chaleur pendant les mois les plus froids. Le feu nettoie ce qui est devenu trop dense. L'eau transporte les nutriments à travers le paysage. Chaque élément joue un rôle. Tout revient. Tout est réutilisé. Tout continue. Un arbre tombe dans une tempête. Il se décompose lentement, devenant un abri pour les insectes, de la nourriture pour de plus petits organismes, puis finalement une partie du sol qui soutient une nouvelle croissance. Ce qui était autrefois debout devient la base de quelque chose d'autre. La vie ne se déplace pas en ligne droite ici. Elle se déplace en cercle, ininterrompue, sans fin. Un loup vieillit, son allure ralentit, sa force décline. Un jour, il ne peut plus suivre la meute. Son histoire se termine silencieusement, sans drame. Mais même alors, il reste une partie du système, parce que rien ne s'en va vraiment. Cela change seulement de forme. À Yellowstone, la naissance mène à la survie. La survie mène à la mort mène au renouveau, et le renouveau ramène à la naissance. Encore, et encore, et encore. Un cycle sans fin, façonné par des forces visibles et invisibles. Non contrôlées, non arrêtées, seulement poursuivies. Pendant des milliers d'années, Yellowstone a existé sans contrôle humain, ses cycles façonnés par le feu, la glace, les prédateurs et le temps. Mais maintenant, une autre force est entrée dans le système. Nous. Contrairement aux loups, aux ours ou aux troupeaux qui traversent cette terre, les humains ne se contentent pas de s'adapter à Yellowstone. Nous le changeons, parfois pour le mieux. Yellowstone a été l'un des premiers paysages au monde à être protégé à cette échelle, une reconnaissance que certains lieux sont trop importants pour être perdus. La création d'un parc national a préservé non seulement la beauté de la terre, mais aussi les processus qui la définissent. Les prédateurs ont reçu l'espace nécessaire pour revenir. Les loups, autrefois éliminés, ont été réintroduits, rétablissant l'équilibre dans des écosystèmes qui avaient commencé à se désagréger. Les rivières se sont stabilisées. La végétation s'est rétablie. Des chaînes entières de vie ont été reconstruites par une seule décision. Les efforts de conservation continuent de protéger des espèces qui, autrement, pourraient disparaître. Les populations de bisons, autrefois poussées au bord du gouffre, circulent désormais plus librement.
Les habitats sont surveillés, étudiés et défendus. Pour la première fois, les humains n'ont pas seulement pris à cette terre, mais ont choisi de la protéger. Et pourtant, cette protection s'accompagne de pression. Des millions de personnes visitent Yellowstone chaque année. Les routes traversent des vallées autrefois façonnées uniquement par la migration. Les véhicules remplacent le silence par un mouvement constant. Les sentiers entaillent des zones fragiles, rapprochant les humains d'un système qui ne réagit pas toujours bien à la perturbation. Les animaux s'adaptent, mais pas toujours avec succès. Certains deviennent trop familiers de la présence humaine. D'autres sont repoussés hors d'habitats essentiels. L'équilibre, autrefois façonné uniquement par la nature, doit désormais tenir compte de quelque chose d'imprévisible. Nous. Et au-delà de ce qui peut être vu immédiatement, une influence plus grande grandit. Le changement climatique. Les hivers changent. Les schémas de chute de neige se modifient. Les étés deviennent plus chauds et plus longs. Ces changements affectent tout, depuis le moment des migrations jusqu'à la disponibilité de l'eau. Les rivières s'écoulent différemment. La végétation pousse dans de nouvelles conditions. Tout le système commence à s'adapter à un climat qui n'est plus stable. Les effets sont progressifs, mais réels, et ils atteignent chaque niveau de l'écosystème. Depuis les plus petits micro-organismes dans les sources chaudes jusqu'aux plus grands prédateurs qui parcourent les plaines. Même les forces cachées sous Yellowstone, les systèmes géothermiques, ne sont pas totalement isolés du changement environnemental à long terme. L'équilibre demeure, mais il est plus fragile qu'auparavant, parce que l'impact humain n'est semblable à aucune autre force à Yellowstone. Il ne suit pas les cycles naturels, il les accélère, les modifie, les interrompt. Et pourtant, il reste un choix. La protection peut se poursuivre, la conservation peut s'étendre, la prise de conscience peut grandir. La même influence qui perturbe peut aussi défendre. L'avenir de Yellowstone n'est pas fixé, il est façonné par des décisions. Chaque chemin emprunté, chaque limite respectée, chaque effort pour préserver ce qui existe ici compte. Parce que Yellowstone n'est pas seulement un lieu du passé, c'est un système vivant qui continue d'évoluer, de réagir, toujours dépendant de l'équilibre. La question n'est plus de savoir si les humains font partie de Yellowstone. Nous en faisons déjà partie. La question est de savoir quel rôle nous choisissons de jouer. Parce que cette terre ne s'adapte pas à nous sans conséquence. Et sa survie n'est plus séparée de nos actions. Yellowstone ne nous appartient pas, nous appartenons à son avenir.